Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Nous faisons le tour de l'actualité du continent sur le plan politique, économie, sport et culture. C'est sur Afrique Unie Radio, une plateforme médiatique dédiée à l'actualité africaine et internationale. Elle propose des journaux, reportages, interviews, analyses avec un accent particulier sur la valorisation de l'Afrique, de ses talents et de ses réalités. À la présentation, je suis Keza Deborah. Au sommaire de ces radiojournaux, instabilité politique et crise sécuritaire en Afrique. Plusieurs pays africains restent confrontés à des tensions politiques et à des crises sécuritaires persistantes. La situation au sud du Soudan, en République démocratique du Congo et dans la région du Sahel illustre une instabilité préoccupante qui affecte les populations. Évolution économique et coopération internationale renforcée, les relations économiques internationales connaissent de nouvelles dynamiques, notamment avec le renforcement de la coopération sino-africaine et l'évolution des marchés américains. Les pays du Maghreb, quant à eux, poursuivent leurs ajustements économiques et diplomatiques dans un contexte mondial incertain. Défis climatiques, sociaux, sportifs sur le continent africain. Le continent africain fait face à des défis climatiques majeurs entre inondations en Afrique de l'Est et crise en Afrique australe. Parallèlement, les réalités sociales restent difficiles dans plusieurs pays comme le Burundi, tandis que le sport africain poursuit ses compétitions continentales. Merci pour votre fidélité et votre attention. Place maintenant aux détails de ce journal. Sanctions américaines contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Les États-Unis ont sanctionné Joseph Kabila, ancien président de la RDC, dans la guerre du M23 dans le Kivu. Le département du Trésor des États-Unis a officialisé jeudi 30 avril 2026 l'imposition des sanctions financières à l'encontre de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Cette décision annoncée par l'OFAC repose sur des accusations graves de soutien logistique et politique au mouvement rebelle AFC M23. Plus de précisions avec Espoir Malamira. Le département du Trésor des États-Unis d'Amérique a annoncé ce 30 avril 2026 des sanctions financières contre l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, accusé de soutien logistique et politique aux rebelles de l'AFC M23 appuyés par les Rwandais. Une décision portée par l'OFAC qui entraîne notamment les gels de ses avoirs sur les sols américains. Une mesure inédite qui intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la RDC et des pressions judiciaires croissantes après la levée de son immunité et sa condamnation par contumace. Mais sur la scène politique congolaise, les réactions divergent fortement. Du côté du PPRD, Ezekias Mouhaya monte au créneau. Il dénonce des sanctions arbitraires et impérialistes qu'il interprète comme une manœuvre contre un leader qu'il qualifie de panafricaniste. Il accuse également le pouvoir en place d'instrumentaliser la justice et appelle à une mobilisation en soutien à Joseph Kabila. Aujourd'hui, ça ne surprend personne que la puissance mondiale, les États-Unis, commence à revenir sur une histoire très bête. Tenez d'abord que le président Joseph Kabila Kabange a été président pendant 18 ans dans un pays qui était déchiré par ces Américains, par ces impérialistes. Ils ont mené la guerre, des groupes armés internes. Ils ont utilisé des FDLR contre le régime. Et ainsi, aujourd'hui, si les Américains veulent trouver des raisons de sanctionner notre président, ils sont à côté de la raison. 2. Pourquoi qui collabore avec l'UDPS devient bête? Condamné, le Raïs Joseph Kabila, Kabange, il est condamné à mort selon la justice de Tshisekedi. Mais un condamné à mort, les Américains se réveillent 1 an et demi plus tard pour les condamner économiquement. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont normaux? Quelle est notre réaction? Nous sommes très debout dans nos bottes, nous sommes très serrés.
Et ça nous réconforte parce que finalement, nous réalisons que c'est vrai, Kabila est le vrai patriote. Il est le vrai nationaliste. À l'opposé, l'opposition dite républicaine nuance son soutien. Les idées de Martin Fayoulou par son secrétaire exécutif provincial du Nord Kivu, Héritier Moukama, s'allie en signal fort contre l'impunité. Toutefois, le parti reste sceptique quant à l'efficacité réelle de ces sanctions, souvent jugées sans impact concret sur la sécurité à l'Est. Il plaide pour des mesures élargies et plus dissuasives. Ces sanctions ne doivent pas se limiter uniquement dans des écrits. Parce que nous avons assisté à plusieurs sanctions similaires, mais ces sanctions n'ont aucun impact. Plusieurs personnalités, mais qui, jusqu'aujourd'hui, restent sans impact. Et nous voulons dire aussi à toutes les personnalités que ces sanctions ne visent pas seulement l'ex-président Joseph Kabila, mais ces sanctions devraient être aspirantes pour toutes les personnalités congolaises afin que chacun d'eux puisse se mettre à l'équilibre, puisse se mettre dans le droit chemin, tout à chercher à éviter qu'il soit le prochain aussi à être sanctionné ou bien à subir des sanctions pareilles. La société civile, elle, insiste sur la responsabilité et la justice. Selon Moïse Hangui, militant de la lucha, ces sanctions reposent sur des preuves solides et confortent la culpabilité de l'ancien chef de l'État congolais. Le mouvement citoyen appelle à des résultats tangibles, rejette toute violence et exige que la lumière soit faite sur les crimes commis dans l'Est du pays. Lutte pour le changement, nous prenons acte de ces sanctions prises par les trésors américains à l'encontre de Joseph Kabila et nous estimons que c'est sur base des éléments probants et des informations assez vérifiées au travers lesquelles les États-Unis viennent de se prononcer, aux côtés du fait qu'il y a maintenant une décision au niveau national, la justice congolaise aussi, qui a sanctionné et condamné même à mort l'ancien président. Nous pensons qu'au regard de cela, il est clair que sa culpabilité est déjà établie. Ce que nous attendons, c'est maintenant l'impact de ces sanctions et les retombées effectivement de ces dernières, mais nous sommes de ceux qui découragent en tout cas quiconque à faire preuve ou alors à recourir à la violence pour revendiquer quoi que ce soit. Et si c'est vraiment le chemin choisi par l'ancien président, en tant que Lucha, nous sommes désolés et nous ne pouvons pas en tout cas nous aligner derrière cette logique-là. Du côté des autorités congolaises, le ton est plus ferme et assumé. Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, Patrick Mouyaya, se félicite de cette décision qu'il considère comme un pas supplémentaire dans la lutte contre l'impunité. Kinshasa estime que ces sanctions complètent celles déjà prises contre des responsables rwandais et renforcent les efforts pour restaurer la paix. Reste désormais une question centrale, ces sanctions auront-elles un impact réel sur le terrain ? Entre pression diplomatique, rivalité politique et crise sécuritaire persistante, l'Est de la RDC demeure plus que jamais au cœur des enjeux. Depuis Goma, Espoir Malamira, Radio Afrique Unie. De son côté, Joseph Kabila rejette ces accusations. Dans un communiqué de son cabinet, il les qualifie d'injustifiées et de politiquement motivées dans un contexte où il est déjà considéré à Kinshasa comme un acteur clé de la crise sécuritaire à l'Est. Enfin, au Soudan du Sud, la situation reste préoccupante. Elle est marquée par une détérioration continue du contexte sécuritaire, une aggravation de la crise humanitaire et des ajustements du dispositif de maintien de la paix des Nations Unies dans un climat d'incertitude persistante pour les populations. Bénéni Mugisha nous fait le point. Les Nations Unies adoptent leur présence au Soudan du Sud face à une situation qui continue à se détériorer. Le Conseil de sécurité a décidé de prolonger le mandat de la mission UNAMIS jusqu'au 30 avril 2027, tout en réduisant son plafond des troupes. Les effectifs passent d'environ 17 000 à 12 000 militaires, une baisse notable qui s'inscrit dans une volonté de réorganisation des moyens. La décision a été adoptée par 13 voix pour, tandis que la Russie et la Chine se sont abstenues. Malgré cette réduction, le mandat central de la mission est maintenu. UNAMIS continue de se concentrer sur la protection des civils, le soutien au processus politique et à la surveillance des droits humains.
Créée en 2011, après l'indépendance du pays, la mission déploie encore aujourd'hui près de 20 000 personnels au total, civils et militaires compris, pour accompagner un pays fragilisé par des années de conflits. Sur le terrain, la situation sécuritaire demeure tendue. Les Nations Unies font état d'une recrudescence des affrontements entre forces gouvernementales et groupes d'opposition, ce qui met en difficulté l'accord de la paix signé en 2018. Ces violences ont déjà causé la mort de centaines de civils dans plusieurs régions, ravivant des craintes d'une nouvelle escalade. La crise humanitaire, elle aussi, s'aggrave. De nombreux déplacements de population sont signalés avec des familles fuyant les zones de combat. L'accès à l'aide humanitaire reste limité dans certaines zones, rendant l'approvisionnement en nourriture, en eau potable et en soins de santé de plus en plus difficile. Face à cette situation, le secrétaire général de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat, à la reprise du dialogue politique et à une meilleure protection des humanitaires sur le terrain. Le Soudan du Sud reste ainsi un dossier sensible pour les Nations Unies, entre pression sécuritaire, urgence humanitaire et moyens désormais plus contraints. En Afrique de l'Ouest, la situation sécuritaire reste marquée par l'expansion des groupes armés terroristes dans la zone du Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Bénin. Les attaques djihadistes se poursuivent malgré les opérations militaires ayant permis la neutralisation de plusieurs combattants, particulièrement au Mali. Dans les zones rurales et frontalières, ces violences continuent de provoquer des morts et des déplacements des populations. La lutte contre le terrorisme demeure une priorité nationale, notamment au Bénin, où elle influence fortement les débats politiques dans un contexte de fragilité institutionnelle et de tensions régionales. L'Afrique de l'Est fait face à de fortes pluies ayant provoqué des inondations au Kenya et en Éthiopie, causant des pertes humaines et des déplacements de population dans un contexte climatique instable, alternant sécheresse et excès d'eau. Sur le plan agricole, la situation reste contrastée au Kenya, en Ouganda, au Burundi et au Rwanda, avec certaines zones bénéficiant des pluies tandis que d'autres restent fragilisées par des récoltes incertaines. Sur le plan économique, la région accélère ses projets d'intégration, notamment à travers les infrastructures de transport transfrontalières et des initiatives communes comme une possible raffinerie pétrolière, tandis que l'East African Community renforce la coopération commerciale et la mobilité. Afrique australe, crise climatique et défis économiques. L'Afrique australe est confrontée à une situation préoccupante marquée par des crises climatiques et des défis socio-économiques. La région subit des pluies extrêmes et des inondations meurtrières, notamment en Afrique du Sud, au Mozambique et au Zimbabwe, ayant causé des centaines de morts, de nombreux déplacés et d'importants dégâts matériels. Les experts alertent sur l'intensification de ces phénomènes liés au changement climatique. Parallèlement, plusieurs pays connaissent une alternance de sécheresse et d'inondations qui fragilisent l'agriculture et la sécurité alimentaire, notamment en Namibie. Sur le plan politique et économique, des réformes se poursuivent en Zambie, au Zimbabwe et au Mozambique dans un contexte de recherche de stabilité et de relance économique. Au Maghreb, l'actualité est dominée par des enjeux sécuritaires, diplomatiques et économiques. La région reste vigilante face aux risques liés à l'instabilité au Sahel voisin, avec des efforts de coopération régionale pour renforcer la stabilité. Sur le plan diplomatique, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie poursuivent leurs ajustements des relations internationales, notamment avec l'Union européenne et les grandes puissances autour des dossiers sensibles comme le Sahara occidentale, l'énergie et les migrations. Sur le plan économique, les pays au Maghreb font face à des défis de croissance et de réformes dans un contexte mondial encore incertain. Coopération sino-africaine. À partir du 1er mai 2026, la coopération sino-africaine franchit une nouvelle étape avec la suppression des droits de douane pour 53 pays africains
facilitant l'accès de leurs produits au marché chinois. Les échanges commerciaux atteignent des niveaux records, confirmant la Chine comme premier partenaire économique de l'Afrique. Le partenariat évolue vers davantage d'investissements, d'industrialisation, d'implication du secteur privé avec un accent croissant sur la technologie, l'éducation et la sécurité tout en renforçant les échanges culturels entre les populations. Aux États-Unis, les marchés financiers affichent une tendance globalement positive, soutenue par les bons résultats du secteur technologique, la solidité de la consommation intérieure et les anticipations de stabilité des taux d'intérêt. Toutefois, cette hausse intervient dans un climat paradoxal. Les investisseurs restent prudents face à la forte dette publique américaine qui pourrait accroître les coûts d'emprunt et créer des tensions budgétaires à Washington. S'ajoutent à cela les inquiétudes liées aux tensions géopolitiques internationales, notamment au Moyen-Orient, influençant le prix du pétrole et la stabilité des chaînes d'approvisionnement. Sur le plan sportif, le football africain est marqué par la poursuite des compétitions interclubs de la CAF. Les quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération mobilisent plusieurs grands clubs du continent avec des affiches très attendues et une forte intensité compétitive. Des clubs d'Afrique du Sud, du Mali, du Maroc et d'Égypte disputent des matchs à élimination directe où chaque résultat est décisif pour la qualification. La CAF rappelle également l'enjeu financier important de ces compétitions avec des primes élevées qui renforcent la motivation des équipes encore en course. À l'occasion de la fête du travail au Burundi, les célébrations se tiennent dans un contexte socio-professionnel difficile. À Bujumbura, la hausse du coût de la vie, la pénurie de carburant qui perturbe les transports ainsi que l'augmentation des prix sur les marchés compliquent le quotidien des habitants. Les détails avec Antedi Achille. Au Burundi, la fête du travail met en lumière des conditions de vie toujours préoccupantes pour de nombreux travailleurs. Le pays est confronté à un chômage élevé des jeunes, accentué par le manque d'emplois formels et des salaires peu attractifs. Cette situation pousse une partie de la population vers le secteur informel, voire à quitter le pays. La pauvreté reste largement répandue et beaucoup de ménages peinent à couvrir leurs besoins essentiels. L'inflation et la cherté de la vie continuent par ailleurs d'éroder le pouvoir d'achat. À Bujumbura, à marge des célébrations, nous avons recueilli les témoignages de plusieurs travailleurs. Concernant les déplacements en bus, nous arrivons souvent en retard au travail. La vie est devenue très chère avec l'inflation. Manger au restaurant coûte aujourd'hui trop cher. Les déplacements sont difficiles à cause du manque de carburant. On est souvent obligé de marcher. Payer les loyers devient compliqué, surtout avec deux salaires de 80 000 ou 100 000 francs burundais. Face à ces difficultés, une revendication revient avec insistance dans plusieurs secteurs. La revalorisation des salaires, jugée indispensable pour faire face au coût de la vie. Les employeurs doivent s'organiser pour augmenter les salaires en fonction du coût de la vie. Le salaire est insignifiant. Il est difficile même d'acheter des vêtements. Nous avons besoin d'une augmentation pour pouvoir nous développer. Au-delà de ces préoccupations, les pénuries de carburant et de devises continuent de fragiliser l'économie. La dépendance à une agriculture peu productive maintient de nombreux travailleurs dans la précarité, tandis que l'insécurité alimentaire, la malnutrition et le manque d'infrastructures de base comme l'électricité et l'eau freinent encore le développement. Antedi Achille depuis Bujumbura pour Afrique Une Radio. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez connectés à l'actualité en continu sur nos pages Facebook et X, anciennement Twitter. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau journal sur Afrique Une Radio.